Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Ça nous concerne tous. Je pense que beaucoup de parents ce week-end se sont sentis concernés par la fugue de ces deux jeunes filles soupçonnées de vouloir partir en Syrie. Beaucoup d'entre nous sont inquiets en Libye ou en Syrie, oui. Beaucoup d'entre nous sont inquiets en tant que parents. Comment imaginer qu'un jeune puisse avoir envie de partir faire le djihad? La semaine dernière, c'était une autre jeune fille qui, elle, avait été suivie dans un centre de déradicalisation qui avait pour projet de commettre un attentat et de repartir en Syrie. Beaucoup de questions autour de cette radicalisation de nos jeunes. En fait-on assez? Comment lutter? On en parle ce matin avec Nathalie Goulet. Bonjour, sénatrice de l'Orne, UDI-UC. Vous êtes présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes et vous avez demandé au ministère de l'Intérieur de vous fournir un bilan circonstancié des résultats d'un de ces centres de déradicalisation, celui géré par Dounia Bouzar, qui a notamment tous, mais c'est vrai que le sien est un de ceux dont on a beaucoup parlé, elle-même a décidé de renoncer, on va y revenir. Asma Ghenifi, bonjour, vous êtes psychologue au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. Et puis Thibaut de Montbrial, bonjour, avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de terrorisme, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et je rappelle votre dernier livre, Le sursaut ou le chaos, dans la collection Tribune Libre chez Plomb. Et nous attendons deux autres invités importants, deux témoins, Thierry Roy qui a perdu son fils il y a quelques semaines, parti faire le djihad en Syrie, et Nadia Remadna qui est, elle, fait partie de la Brigade des mères et qui justement a publié un livre dont le titre est assez éloquent. Avant, on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance. Maintenant, on a peur qu'ils deviennent des terroristes. Je voudrais qu'on revienne sur la fugue de ces deux jeunes filles. Regardez, c'est un reportage de Gaël Charnet et David Paturel. Louisa est finalement rentrée chez elle. Elle aurait entendu l'appel lancé par sa mère quelques heures plus tôt. Louisa, c'est maman, rentre à la maison. Pour vous, elle est juste en fugue, ça n'a rien à voir Pour moi, ma fille est juste en fugue, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'intégriste ou de quoi que ce soit. Louisa, 16 ans, et Israël, 15 ans, avaient quitté leur lycée de Sénaux vendredi à 13 h, affirmant à leurs amis vouloir se rendre à Chambéry, prendre un train pour Paris pour ensuite gagner la Syrie. Louisa aurait-elle été influencée par Israël, rencontrée quelques jours plus tôt et considérée comme radicalisée? Ses proches en sont convaincus. Moi, je pense que c'est sa copine qui lui remonte le cerveau, parce que Louisa, elle n'a rien à voir dedans. C'est une fille comme une jeune de 15 ans, elle se maquille, elle s'habille normalement. C'est une fille comme toutes les autres. Il y a 2 ans, Israël avait déjà tenté de gagner la Syrie. Sa mère avait alerté les autorités. La jeune fille était depuis placée en foyer. Il y a eu toute une procédure de déradicalisation et tout ça. Il y a eu une rechute il n'y a pas longtemps et puis là ça recommence quoi. Il y a toujours le doute de la Syrie, c'est clair, il y a toujours le doute de cet engrenage parce qu'on s'en sort pas facilement de ça. Voilà. Beaucoup de retard a été pris en France. On voit que ces jeunes filles, visiblement, alors qu'on parle depuis des mois de la sensibilisation des jeunes, visiblement, ça ne marche pas. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord montrer beaucoup de modestie, parce que si on avait une solution, ça fait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Il faut qu'il y a qu'à, je crois que bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pris du retard à l'allumage dans les dispositifs. Et on a utilisé les dispositifs existants, c'est-à-dire les centres qui existaient, la Mivilude, le comité de prévention de la délinquance auquel on a ajouté la déradicalisation, tout ça n'étant exactement pas la même chose. Et maintenant, le comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation confie aux préfectures le soin de choisir des associations pour leur envoyer ces jeunes en déshérence. Donc on n'a absolument pas d'uniformité des procédés, ce qui est quand même assez ennuyeux. Et puis, comme c'est un outil nouveau, il faut former les formateurs. Et là, on a encore un problème parce qu'on n'est pas prêt. On a beaucoup d'exemples à l'étranger. On a des centres internationaux qui existent, notamment sous l'égide du Forum global antiterroriste, où il y a des programmes qui sont préparés. Je crois qu'on les utilise pas assez, mais encore une fois, il faut beaucoup de modestie et surtout, j'insiste, des évaluations. Parce que vous avez des gens qui trichent quand ils rentrent dans ces circuits de déradicalisation, donc il faut les évaluer. Et puis, il faut évaluer les procédés au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé des évaluations, parce que il y aura des erreurs, il y aura des rechutes, mais si on n'évalue pas les dispositifs,
on s'expose quand même à avoir de nombreux problèmes. Et l'évaluation des politiques publiques, c'est un problème français en général. Ouais. Des co-moves à nos politiques économiques, etc. On évalue mal nos procédés. Mais là, on a des bombes à retardement dans nos rues. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, Thibault de Montbrial, vous êtes... Oui, je pense que Madame Goulet a raison. Il faut beaucoup de modestie, mais je pense que si on prend encore un petit peu plus de champ, il faut comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la France, mais l'Europe en général, et on peut même dire l'Occident, est complètement déstabilisé par ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que nous qui nous prenons, d'ailleurs on le proclame Urbi et Orbi, si j'ose dire, pour le pays des droits de l'homme, la patrie des Lumières, etc., nous avons des enfants qui sont nés chez nous et qui sont attirés par une doctrine qui est une doctrine politique de conquête qui vise ouvertement à nous détruire. Et donc certains de nos enfants sont séduits par cette doctrine. Alors on ne sait pas comment aborder le problème. Et vous avez tout à fait raison, Madame Goulet, de dire qu'on l'aborde pour le moment en calquant sur le phénomène des notions qu'on connaît. On dit que c'est un phénomène sectaire. Mais c'est pas suffisant. Le mode de séduction peut être sectaire, mais derrière, il y a un projet politique qui s'appelle l'islam wahhabite, qui vise à conquérir le monde, qui le dit ouvertement, et ça, on a beaucoup de mal à l'admettre. On se dit, c'est pas possible. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut déradicaliser. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Comment on en arrive là? Comment est-ce que des jeunes élevés sur le territoire français en arrivent à être sensibles à ce discours? Déjà, ce qui est important à dire, c'est qu'à 15 ans ou à 16 ans, à 13 ans même, c'est pas un choix. On ne choisit pas d'être radical, on ne choisit pas d'aller faire la guerre. Il y a quand même un processus d'instrumentalisation, d'endoctrinement. Effectivement, il y a le début, ça fait penser un petit peu à une secte, mais les origines, en fait, le but de la radicalisation est différent à chaque enfant. Si on prend par exemple juste l'exemple de ces deux jeunes filles, enfin, elles sont complètement différentes parce que chacune a un parcours qui est complètement différent. Peut-être qu'il y en a une qui a joué plus sur le psychisme de l'autre, sur le moral de l'autre, parce qu'effectivement il y a des failles narcissiques chez ces personnes-là. Mais l'endoctrinement a beaucoup de force et on n'arrive pas à savoir exactement qui peut basculer dans ce sens-là et qui peut au contraire... là effectivement il y a eu beaucoup de décès, il y a beaucoup d'associations de déradicalisation, mais c'est vrai que je l'ai dit, je le répète, moi j'y crois pas vraiment, malheureusement, parce qu'il y a plusieurs formes. On va déradicaliser qui? C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que les personnes qui sont avant de rentrer dans la radicalisation, est-ce que des jeunes qui sont à l'intérieur de la radicalisation ou ceux qui reviennent de Syrie, c'est-à-dire que c'est l'après-déradicalisation? Tout le monde? Non, j'ai envie de vous dire tout le monde. Et en France, tout ça, c'est pas pareil. Et en France, tout ça n'existe pas. Chaque programme doit être différent. Mais c'est quand même chacune de ces catégories qui doit aussi être prise en charge. C'est-à-dire de la prévention pour ceux qui sont là, de la prise en charge pour ceux qui sont radicalisés et pour ceux qui reviennent. Vous savez, prévention, en ce moment, c'est presque un gros mot. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. On est dans une phase d'hyper-répression. C'est comme ça. On est en état d'urgence. Ça n'empêche pas deux gamines d'être perdues de vue. Non, ce que je voudrais signaler, c'est que... aujourd'hui, les parents se sentent extrêmement responsables. Vous avez vu que c'est les parents qui avaient signalé cette jeune fille d'abord. Au numéro vert de l'UCLAT, qui est une spécificité qui fonctionne très bien. L'UCLAT, c'est l'unité centrale de lutte antiterroriste qui est reliée au ministère de l'Intérieur. Il y a une ligne de signalement pour que les parents ou les voisins ou les éducateurs puissent signaler des jeunes dont ils pressentent qu'ils sont en voie de radicalisation. Ces jeunes-là sont ensuite pris en charge. Il y a aujourd'hui plus de 8500 appels. Il y a plus de 8500 personnes signalées. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas encore partis. Donc c'est ceux-là qu'il faut viser aujourd'hui. Parce que sinon, toutes les mesures répressives que vous pourrez prendre serviront à rien, puisqu'on continuera à alimenter les filières. Donc les raisons sont sociales, sociologiques, psychologiques, de la contagion d'amis, des filières, de la délinquance aussi, puisque les circuits sont maintenant complètement poreux. Donc vous voyez, là, on a beaucoup à faire en matière de sociologie. Il faut rétablir ce lien citoyen qui a été complètement rompu. C'est un travail de très longue haleine. Thibault de Montbrial, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Si j'avais la solution, non, vous l'avez pas, mais personne ne l'a la solution. Oui, à titre personnel, la petite pierre que je souhaite apporter au débat, c'est qu'on ne perde pas de vue, toujours pareil, qu'on ne perde pas de vue que tout ça s'inscrit
dans un cadre qui est un cadre de guerre, parce qu'il y a une logique de conquête, et que donc il faut rappeler, et dans le cadre de cette prévention qui n'empêche pas la répression, on peut faire les deux, il faut faire les deux, mais dans le cadre de la prévention, il faut rappeler et marteler les valeurs fondamentales qui sont celles de notre République, à commencer, et pas simplement parce qu'on est le 8 mars, mais tous les jours de l'année, par l'égalité homme-femme, par la liberté de croire, de ne pas croire, de plus croire, par la liberté d'aller et venir, par la liberté de faire tout ce qu'on veut, cette formidable liberté qui est celle de notre République. Et ce sont ces valeurs-là qui sont, je pense, les plus simples à appréhender pour des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans. Et ce sont celles-là qu'il faut mettre en avant en priorité. Je pense que si jamais il y avait une déradicalisation qui puisse marcher, elle devrait se construire autour de ce que nous sommes et des valeurs qui sont les nôtres et des droits qui sont les nôtres dans notre République. Mais est-ce qu'ils sont sensibles à ce discours-là? C'est dommage que Nadia Remadna ne soit pas là, de la Brigade des mères, parce qu'elle raconte dans son livre qu'il y a une haine de la France chez ces jeunes. Il y a une haine profonde, donc vous pouvez parler de ce que vous voulez. Ça va être très compliqué de faire passer des notions. Vous avez entendu comme moi ce matin le président de l'UOIF, quand on entend qu'il est aujourd'hui en 2016 et qu'il dit que l'homme et la femme, il y a un principe d'égalité dans le Coran, oui, mais on est obligé de le dire. C'est pas moi qu'il faut dire. Oui, non, je sais, mais je suis un de ceux qui depuis 2 ou 3 ans tirent la sonnette d'alarme en disant que notre pays et l'Occident en général a un problème avec une forme d'islamisme qui est en train de prendre des proportions absolument folles. Vous avez vu que ce matin, il y a un des principaux contributeurs à Mediapart qui en a démissionné avec pertes et fracas en faisant un éditorial, un blog sur Mediapart précisément pour dire qu'il y avait désormais une doctrine islamiste qui était propagée par ce média et qu'il entendait prendre du recul. Donc nous avons un vrai problème de propagande islamiste en France et c'est vrai et c'est pour ça que c'est compliqué. Il faut tout faire, il faut le dire. Il faut le dire et ensuite pour nos jeunes, pour tenter d'empêcher qu'ils tombent vers ce côté obscur d'une force qui, encore une fois, vise à nous détruire, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est mettre en avant, promouvoir toutes les libertés formidables qui sont les nôtres. Maintenant, une fois qu'ils sont partis, je suis désolé, ça devient, c'est ça qu'il faut empêcher, mais une fois qu'ils sont partis, ça devient des ennemis qu'il faut combattre, parce que eux nous combattent. Oui, dans le nombre de jeunes gens suivis maintenant à l'UCLAT ou radicalisés, vous avez presque 50% de convertis. Donc il faut quand même aussi se poser des questions sur les liens familiaux. Ah oui, mais c'est pas anodin non plus. C'est aussi un sujet, c'est-à-dire que cette forme d'islam attire et il faut savoir aussi expliquer pourquoi. Alors ça fait pas plaisir d'entendre nos échecs de politique d'intégration, etc. Mais les raisons existent quand même. Les raisons existent quand même, ils ne se sont pas représentés, il y a tout un tas de problèmes qui sont purement sociétaux. Et psychologiques aussi. Psychologiques, mais pas que, c'est pas des excuses. Oui, mais psychologique, mais ça ne veut pas dire pathologique, hein, on est bien d'accord. Ils ne sont pas complètement ni fous, ni... Ah oui. C'est essentiel que vous le rappeliez. Alors, on va s'interrompre, c'est l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après. Bien sûr. Retour sur le plateau de Ça nous concerne. Viennent de nous rejoindre Thierry Roy, bonjour. Vous êtes le père d'un jeune homme qui est parti en septembre 2014 en Syrie et qui est décédé là-bas il y a un peu moins d'un mois. Et puis Nadia Remadna, bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association La Brigade des mères à Sevran. Et je rappelais votre livre en début d'émission. Avant, on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance. Maintenant, on a peur qu'ils deviennent des terroristes. Comment j'ai sauvé mes enfants aux éditions Kalman Lévy. Monsieur Roy, j'ai envie que vous nous racontiez comment votre fils s'est radicalisé. Tout simplement par son entourage, des gens qu'il connaissait, des gens qu'il avait l'habitude de voir. Pour nous, la personne qui l'a radicalisé, c'est une personne que je connais depuis qu'ils ont l'âge de 15 ans. De 15 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ce que je dirais, c'est que cette radicalisation a été très sournoise puisque elle est venue avec le temps. Avec le temps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est mis en place et petit à petit, ce recruteur, rabatteur, endoctrineur a écarté Quentin de sa famille et de ses valeurs. C'est vraiment une technique d'isolement. Vous avez absolument remarqué une technique d'isolement. Un comportement qui changeait aussi. Absolument, le comportement, on l'a vu changer. Et puis bon, surtout sur les 6 derniers mois avant son départ, là, ça a été vraiment fulgurant. Et il est parti évidemment sans vous prévenir. Enfin, disons, il a utilisé un prétexte. Il a menti.
Ouais. Il a menti. Il travaillait pour les taxis Uber. Et bien entendu, donc il a prétexté aller chercher une voiture en Allemagne. Il dit et puis bien entendu, il n'est jamais revenu. Ouais. Et vous avez essayé de lui parler tout au long de ces mois où vous le sentiez vous échapper? Bah écoutez, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un enfant qui n'a manqué de rien. Moi, je dirais que le jour même de sa conversion, et moi je souhaite aussi que tous les musulmans aussi puissent avoir le même comportement que moi j'ai eu avec mon enfant. Parce que mon enfant, il est venu un jour, il s'est mis à genoux, il m'a dit « Papa, maman, je te demande pardon. Je me suis converti. » Je lui dis, par respect pour ta religion, lève-toi. Tu n'as pas à rester. Tu es en train d'insulter même la religion que tu es en train d'épouser. Ce n'est pas un comportement qui est normal. Ouais. Et il vous a répondu quoi? Il m'a dit, écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça sera exactement comme avant. Et puis, tu sais, dans la religion musulmane, on ne met pas les parents dans des foyers. Justement, moi, je vais vous garder près de moi, je vais m'occuper de vous pendant vos vieux jours. Ne vous inquiétez pas. Vous avez une explication sur ce basculement? Vous dites, ça s'est fait, peut-être Nadia, vous êtes confrontée à cela aussi, à ces recruteurs? Oui, alors l'explication c'est quoi? C'est que de toute façon, moi ça fait depuis plusieurs années que j'ai alerté. Et le problème c'est qu'on ne les écoute pas, parce qu'on n'a pas envie de comprendre, on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de voir. Et c'est ça qui me fait mal au cœur aujourd'hui, parce que tout le monde, moi, ce que j'écris dans mon livre, tout le monde le voit. C'est pas des gens d'Alsace qui viennent de convertir nos enfants. Ce sont des gens qu'on connaît. C'est pour ça que les jeunes ne se méfient pas. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être l'éducateur sportif. Ça peut être l'animateur. Ça peut être le CPE. Ça peut être le voisin, le boucher, n'importe qui. Et c'est pour ça que ce recrutement se fait très, très, très facilement. Et nous, on a fait cette association, la Brigade des mères, justement, pour la prévention de la radicalisation. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en proie par rapport à ces gens-là, parce que la mairie ne nous aide pas, nous dit qu'on exagère, qu'on en fait un peu trop, que c'est pas vrai, que c'est faux. Les autres, on est des cibles faciles. Et le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Pourquoi? Pour pas qu'ils comprennent. Personne n'a envie de comprendre, personne n'a envie de savoir ce qui se passe actuellement. Oui, ce que vous racontez dans le livre, c'est que tout ça s'est mis en place petit à petit, que vous avez vu arriver ces choses-là. La dernière fois que vous êtes venu, je vous ai croisé, vous m'avez dit bientôt. Il n'y aura plus d'école de la République à Sevran. Il n'y aura plus que des écoles coraniques. Pas que à Sevran. Je pense que dans quelques années, il n'y aura plus de République, carrément. Parce que de toute façon, ils ne veulent plus de cette République. Ils refusent cette République. Il y a une haine de la France. Oui. Après ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un Français, pour le coup. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et même par rapport à Thierry, son fils, ce qui s'est passé, moi, la seule chose que je regrette, je n'ai pas connu cet enfant avant. Je sais pas, mais peut-être, je me dis peut-être, si j'aurais connu ce jeune homme qui est décédé, qu'il y en aura d'autres qui sont décédés avant, peut-être, parce qu'on connaît quand même les signes de la radicalisation, et ce n'est pas normal que dans la religion musulmane, aujourd'hui on dit à ces jeunes-là, si tu veux être un bon musulman, si tu veux emmener tes parents au paradis, voilà ce que tu dois faire. Ils sont convaincants, mais ce qui est plus dangereux, c'est qu'ils ne se cachent pas. Ils viennent dans les quartiers en pleine journée et parlent à nos gamins, et quand vous alertez, on vous dit de toute façon c'est des associations, on les connaît, ils font rien de mal. Et nos enfants ne se méfient pas d'eux, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils les connaissent. C'est pas des gens de l'extérieur qui viennent, ce sont des gens de l'intérieur. Ce que vous dénoncez à très juste titre résulte en partie, il y a beaucoup de causes, mais ça résulte en partie de la duplicité formidable des élus locaux depuis des années, de droite ou de gauche, c'est pas une question de couleur politique, qui ont laissé à des fins électoralistes, s'instaurer dans notre pays un véritable communautarisme et qui se sont empêchés, même quand ils en avaient les éléments sous les yeux, de critiquer les dérives anti-républicaines d'un certain nombre d'associations. Et Malek Bouti est l'un des seuls élus qui a eu le courage de le dire dès janvier 2015. Et quand il l'a dit, il a été accueilli par un silence assourdissant. Et on a vu aux élections locales suivantes que le mal n'était absolument pas en voie d'être traité, puisqu'il y a une formidable gêne de tous les élus locaux lorsque vous les interrogez sur ces questions, dès lors que dans leur commune, il y a une fraction significative d'associations musulmanes ou de lieux de culte un peu sensibles. Oui.
C'est-à-dire que ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on a dit avant que vous n'arriviez, mais vous connaissez, c'est pas la première fois qu'on se rencontre et vous connaissez ma position sur le sujet. D'abord, c'est très difficile de faire face à ces manquements, à ces failles et à ces faiblesses. Bon, la France a mal à son islam, l'islam a mal à sa France, etc. Enfin, je veux dire, on a un vrai problème. Et quand on veut aborder le sujet, immédiatement, vous êtes taxé d'islamophobie, etc. C'est extrêmement compliqué. C'est pourquoi on a déclenché au Sénat une mission d'information sur l'islam en France. Parce que, évidemment, l'État n'a rien à voir là-dedans. On ne fera pas beaucoup de préconisations, en tous les cas, mais on a besoin de savoir, car quand vous allez à l'étranger, même dans un certain nombre de pays, on vous dit combien vous avez de mosquées. Bah, on ne sait pas. Combien vous avez de musulmans en France? Bah, on ne sait pas. Qui forme vos imams? On ne sait pas. Qui va dans les prisons, qui est aumônier des prisons, ben on ne sait pas. Et donc, si vous voulez, vous avez tout un réseau là qui est tout à fait propice à divulguer un discours qui est un islam dévoyé. Et or, l'islam a toute sa place dans la République, à condition d'en respecter les règles. Et moi, je pense qu'on a intérêt à répondre à ces questions-là. Ce qui est important, je pense aussi à noter, c'est que la confiance que les jeunes ont pour le recruteur, parce qu'effectivement, ce qui vient d'être dit, et c'est très juste, c'est qu'on fait confiance. Et le recruteur donne l'impression que c'est le seul et l'unique bienveillant, que celui qui va aider l'autre à s'en sortir, celui qui va avoir une espèce de réparation, une justice quelque part. C'est un enfant choisi, l'élu de Dieu pour rétablir la justice sur la planète ou sur la Terre. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, il les isole. Il y a un système d'isolement, et même par la suite de la famille, des amis proches et dans les lectures. On va les instrumentaliser comme ça, et c'est comme ça qu'on tue la conscience ou le conscient des sujets. Et en général, ce sont des jeunes encore pas complètement intellectuellement complets, c'est des jeunes, ils ont beaucoup de lacunes encore et beaucoup de choses à apprendre, et donc c'est des proies facile. Ouais, mais il y a un décalage total entre ce que vous racontez dans le discours d'amour, je vais aimer mes parents, je vais aller soigner, et puis cet islam politique de conquête et de guerre. Non, il n'y a pas de contradiction. Alors attendez. Alors moi parce que c'est vrai que je travaille depuis des années sur sa problématique. Je suis moi-même de confession musulmane, je connais très bien la problématique. C'est encore plus large que ça, parce que regardez, si on revient par exemple ce qui s'est passé en Algérie, il n'y avait pas recherche identitaire. C'était pas des jeunes qui disaient oui, je sais pas qui je suis, si je suis français ou algérien. Ce sont des Algériens en Algérie. Il y a une guerre civile entre eux déjà. Alors la problématique, elle est plus vaste que ça, parce qu'aujourd'hui on est en face de nous des jeunes qui se convertissent pour un oui, pour un non. Ça peut être vraiment par défi, ça peut être par jeu. Le problème, moi, à qui j'en veux aujourd'hui actuellement, c'est vraiment aux politiques qui aujourd'hui nous donnent, nous, comme proie à ces gens-là, et ça devient dangereux. Parce qu'aujourd'hui, les femmes comme nous, comme moi, qui osent parler, aujourd'hui, ce que je comprends pas, nous, que ce qu'on veut, on veut que la République soit appliquée, que les lois de la République soient appliquées, et c'est nous qui passons pour les méchantes, on va dire. C'est nous, pourtant, nous, on ne tue pas. Nous, tout ce qu'on a envie, on veut que la loi soit respectée. Et c'est pour ça que le 13 mars, on fait une grande marche justement de Sevran à République pour dire debout les mères, debout les femmes, debout les hommes, réveillez-vous, protégeons la République. Parce que si la République va mal, nos enfants vont mal. Et qu'est-ce qu'on va laisser à cette jeunesse? Ils vont nous dire, à part avoir fait des débats, des conférences, pleurer, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Et je vous dis, je tire le signal d'alarme aujourd'hui, si on ne fait rien, dans quelques années, je peux vous dire, on aura une France qui ne sera pas que islamisée. Nous, les femmes, on sera soumises, et particulièrement avec la complicité de nos politiques qui aujourd'hui ne protègent pas nous, mais protègent plus les autres. Je précise que vous êtes menacée et harcelée depuis que vous avez publié votre livre et que vous n'avez aucune protection. Hein. Oui. Voilà. Moi, je tenais quand même à dire juste un point quand même, parce qu'il y a des pays comme comme le Canada. Quand vous immigrez au Canada, il y a des règles, c'est-à-dire que lorsque vous passez la frontière, etc., puis que vous avez votre visa d'immigrant, on vous pose la question, est-ce que vous voulez vous intégrer? Est-ce que vous voulez vous intégrer dans cette société? Si vous pensez le faire d'une autre façon, peut-être que vous vous trompez de pays. Eh ben, moi, je voudrais bien qu'on puisse instaurer ces principes-là ici en France. Malheureusement, c'est dommage, j'ai laissé mon sac là-bas, mais j'aurais quand même voulu, je ne sais pas s'il y a une possibilité de le récupérer, si on peut l'apporter, parce que moi je voudrais montrer ce que c'est qu'aussi un programme politique radical
radical, c'est-à-dire un tract qui a été distribué dans notre ville pendant les dernières élections municipales, où c'est marqué « Ne vote pas, préserve ta foi, ne vote pas. La fitna, c'est pire que le meurtre. » Alors, moi, je le dis, ça c'est un vrai programme politique. Ouais. Et en plus, vous avez les sourates, qui sont mentionnées. Ouais. Et non, ça, je m'en excuse, mais vous êtes une élue, ça c'est absolument inadmissible. Et moi, ce que je mais qu'est-ce qui vous répond, le maire, ça? Alors, justement, c'est là où c'est le problème, parce qu'effectivement, le maire aurait dû porter plainte. Il ne l'a pas fait. Quand il nous a reçus, après moult relances, il nous a dit « Oh, bah écoutez, c'est très... comment dire oui, c'est anecdotique. Il a dit anecdotique. Oui, mais on ne peut pas en parler. Vous voyez bien qu'on ne peut pas en parler, parce qu'immédiatement, quand vous abordez ce type de sujet, vous tombez sur l'islamophobie. Mais ce n'est pas de l'islamophobie, c'est de la défense de la République. Et vous avez complètement raison, bien sûr. Mais alors, voilà, préserver, voilà, on voit le... Inacceptable. C'est inacceptable. Alors ça ici, moi, je voudrais bien que... Vers nous... Je m'en excuse. Voilà, non, vous étiez bien. Voilà. Oui. Voilà. Et ça, c'est un programme politique. Bien sûr. Et moi, je voudrais bien aussi, quand même dire, vous alertez, vous aussi, les politiques, par rapport à des prises de position sur la déchéance de nationalité, qui est un véritable symbole que je peux comprendre. Néanmoins, ça me semble beaucoup plus intéressant de prendre des décisions et d'alerter quand même par rapport à des programmes politiques qui sont de cet ordre-là, qui permettraient réellement à nos enfants de rentrer dans la vie politique, de s'intégrer dans la République. Thibault de Montbrial. Oui, pour mémoire, avant que vous arriviez, je rappelais que nous sommes dans une logique face à des gens qui ont un programme politique de conquête, donc on est complètement d'accord. Je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que effectivement, les politiques, pour les raisons que je dénonçais tout à l'heure, trop souvent n'osent pas aller dénoncer des comportements anti-républicains d'associations musulmanes qui sont dans leur circonscription, quelle qu'elle soit. Mais deuxièmement, c'est dans les deux sens. Parce que trop souvent, les gens de la communauté musulmane n'osent pas prendre la parole. Et moi, il y a trois catégories de gens qui devraient beaucoup plus prendre la parole pour défendre nos valeurs républicaines. D'abord, c'est les élites intellectuelles. Il y en a très peu qui le font. Il y en a qui le font, mais très peu. Et on voit comment ils sont accueillis. Quand on voit que Kamel Daoud s'est vu tomber dessus par tout ce que la gauche compte de bien-pensance et que du coup, il a décidé d'arrêter de participer au débat public, c'est proprement affligeant. Deuxièmement, ce sont les gens qui sont peut-être plus susceptibles encore de toucher le cœur des adolescents, c'est-à-dire les sportifs et les artistes. Ça, ce sont des gens qui sont écoutés par les jeunes. Ouais. Or, leur discours sur ce sujet, c'est tout l'inverse. C'est pas ça l'islam et pas d'amalgame, sauf qu'on n'explique rien. Au contraire, il faut expliquer pourquoi c'est pas ça l'islam. Vous avez entièrement raison la parole là-dessus. Mais pour ça, il faut qu'ils se sentent soutenus. Oui, Asma. C'est exactement ce que j'allais dire, mais il faut séparer quand même, parce que c'est extrêmement important, même pour les jeunes, d'entendre que si on accuse, l'islam, c'est pas effectivement l'islam, c'est ceux qui interprètent l'islam, c'est autre chose. Si on commence à attaquer directement la religion, les jeunes, la religion, ils vont réagir. Oui, non, bien sûr. Complètement, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas ça ce que vous dites. Mais c'est ça, en fait, le danger est là. C'est pour ça que beaucoup n'osent pas encore le dire. Mais Madame l'a rappelé, c'est une période que j'ai vécue en Algérie. Nous sommes tous des Algériens, nous sommes tous des musulmans. Mais il y a eu une guerre. Il y a eu beaucoup d'intellectuels, des femmes qui se sont mobilisées contre l'islamisme. Et on l'a dit. Et depuis 20 ans, on l'a dénoncé en France et on a dit que nous sommes en danger, que nos jeunes en France sont en danger. Et effectivement, il y a tout de suite une espèce de barrage et de déni aussi de ne pas vouloir croire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Mais je pense que, aujourd'hui, la seule solution est politique et aussi radicale. On ne peut pas laisser passer l'appel au djihad. L'appel au djihad, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et il faut le dire et il faut qu'on passe et le condamner. Mais comment les jeunes peuvent l'entendre? Parce que la question, elle est là. On est sur un plateau, on discute. Maintenant, concrètement, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur que leurs enfants se fassent embrigader.
Moi, je travaille avec eux. Moi, je travaille en fin de compte avec les mères et les jeunes. Je ne travaille pas qu'avec les mères, MERES. Les mères transmettent, oui, les mères, les mamans. Oui, les mamans. Les mères transmettent. Et moi, aujourd'hui, le but de la Brigade des mères, c'est justement de faire l'école des mères de la République pour se rapproprier l'éducation religieuse ou pas de nos enfants. C'est à nous de le faire, c'est pas à l'extérieur de le faire. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, en fin de compte, avec les élus et les religieux, c'est 50-50. Ils négocient tous avec eux, quel que soit le parti. Nous, on avait des élections la dernière fois, il y avait des gens de tous les partis qui venaient voir les mamans dans les sorties scolaires en leur disant « Ne vous inquiétez pas, il y aura de la viande halal dans les cantines ». Les mères, elles s'en foutaient. Qu'est-ce qu'elles voulaient? C'était les résultats scolaires de leurs enfants. Et le problème qui se passe aujourd'hui, moi j'ai alerte et je ralerte aujourd'hui, c'est que ceux qui arrivent, ceux de 14 ans, de 15 ans qui arrivent, sont encore plus dangereux de ceux de leurs aînés de 24 ans. Et moi, aujourd'hui, personne ne veut regarder la réalité en face. Et aujourd'hui, ce sont nous les femmes qui allons subir. Parce que voilà, ce sont nous les femmes qui allons subir. Et quand on dit que c'est la religion ou pas la religion, après le problème, effectivement, il y a l'amour et la haine partout. Dans toutes les religions, vous ouvrez, vous ouvrez par exemple la Bible. Vous lisez la Bible, il y a l'amour et la haine. La Torah, il y a l'amour et la haine. C'est l'interprétation qui en est faite. C'est la même chose. Partout, on ne peut pas dire qu'il n'y a que de l'amour dans le Coran, comme on ne peut pas dire qu'il n'y a que de l'amour dans la Bible ou dans la Torah. Le problème aujourd'hui, si les politiques qu'on a actuellement ne réagissent pas, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va, dans quelques années, moi j'ai peur, pessimiste, on aura une guerre civile, on va se taper dessus. Oui, alors attendez, vous voulez intervenir encore? Je voulais simplement dire quand même que je crois qu'une des grandes solutions, c'est quand même que les hommes politiques puissent prendre leurs responsabilités. Et la responsabilité consiste à réunir tout le monde autour d'une table et de discuter les problèmes face à face. On peut ne pas être d'accord, mais on a le droit d'en parler. Je dirais quand même juste une chose, par exemple, vous avez à Sevran une commerçante qui s'est faite agresser, elle a eu des menaces de mort, parce que tout simplement, elle avait émis quelques réserves concernant le projet pharaonique à l'intérieur de la ville d'une mosquée dispendieuse pour lequel même l'association qui a décidé de la construire n'a pas les moyens de le faire. Oui. Donc, il dit, et en plus, le pire, c'est, regardez la lâcheté des choses. C'est même pas elle qu'on a menacée de mort, c'est son enfant. Ouais. Lâcheté, vous avez prononcé le mot de lâcheté, il y a de la lâcheté chez les politiques, c'est quoi? C'est de la lâcheté, c'est du déni, c'est quoi? Il y a un léger souci, en dehors de tout ce que vous venez de dire, et le fait que ce soit jamais très agréable de constater que les programmes qu'on a montés depuis 20 ans, etc., ont échoué. Bon. Vous parlez d'intégration, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne pas très bien. Bon, et c'est pas la charte de la. C'est pas l'intégration, le problème. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais comme vous attaquez, la question qui se pose, c'est aussi comment on gère cette question de la communauté musulmane face à notre principe de laïcité. Et là, on arrive avec des pincettes parce qu'on n'ose pas y toucher, etc. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette mission sur l'islam, parce que tant que vous pourrez pas savoir comment les prêches sont faites, où sont les mosquées, mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une volonté? En tous les cas, nous on l'a. Je pense pas. Nous on l'a. Je pense pas qu'il y a une volonté politique. Nous on l'a parce qu'on a monté cette mission d'information au Sénat et on a vraiment l'intention de tout entendre de façon à pouvoir éventuellement. Invitez-moi. Alors j'ai des choses à vous dire. Alors je peux vous dire qu'il n'y a pas une volonté politique. Je peux vous dire que les politiques. Alors Thibault de Montréal, deux mots pour rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Ramadna. Moi, je suis très frappé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent, et des gens qui sont dans les réalités telles que les vôtres, que nous avons en France un risque de guerre civile. Je crois qu'à un moment, il faut s'arrêter 2 secondes sur cette notion. Depuis plusieurs mois, j'ai rencontré un certain nombre de gens, des Algériens, des Libanais, qui me disent ce qui arrive à votre pays aujourd'hui, c'est ce qui arrivait 2 ou 3 ans avant le début de la guerre dans notre pays. Et il faut être extrêmement vigilant parce qu'un inspecteur de l'éducation nationale me racontait qu'aujourd'hui, la radicalisation, c'est les 9-12 ans. Oui, c'est-à-dire que nous avons une génération qui est en train de devenir adolescente, qui déteste la France, qui va se retrouver encadrée par des gens qui ont appris à faire la guerre. Et si nous n'avons pas un sursaut autour de nos valeurs républicaines, mais avec une intransigeance totale et l'application ferme de lois qui aillent vraiment et de la laïcité, nous allons au-devant de déconvenues que je pense nous n'imaginons même pas, parce qu'au bout de 70 ans de paix, on a oublié qu'on pouvait être en guerre.
C'est le constat que vous faites. Ce que vous dites, c'est d'autant plus vrai que moi, je peux vous assurer que nous avons le cas d'un enfant de 12 ans qui dit à sa mère, qui dit à sa grand-mère, ne viens pas me chercher, tu ressembles trop à une mécréante. 12 ans 12 ans. Ne viens même pas me chercher à l'école, tu ressembles trop à une mécréante. Bon, on est obligé de s'arrêter, hélas, mais les politiques ont conscience de ça ou pas Je crois qu'ils ont conscience. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des cultes. Il est aussi très, très motivé. De toute façon, on ne touchera pas un cheveu de la loi sur la laïcité, je peux vous l'assurer. Et on va l'appliquer fermement, c'est la seule solution. Je recommande la lecture de votre livre, Nadia Remadna, qui est assez instructif et très éclairant sur ce qui se passe aujourd'hui. Merci à tous les 5. À suivre le journal sur LCI.